journaliste, mais également internationaliste, expert en relations internationales. Le M23 a récupéré la cité d'Ichacha sans guerre, pourtant que, en tout cas, nous sommes dans la trêve humanitaire, dans le cessez-le-feu. Comment vous analysez cela? Est-ce qu'il y a une probabilité qu'un camp puisse récupérer malgré que c'est la situation de trêve? Non, mais après tout, ce n'est pas une surprise pour tout analyste qui s'y connaît. Ce n'est pas non plus la première fois que le M23 récupère des localités sans qu'il y ait eu guerre. Quand vous vous rappelez de la prise de Kanyambayonga, c'était sans guerre, sans bruit de bottes, bien qu'il y avait des bruits autour avant, mais après, les forces armées de la RDC s'étaient retirées. Mais quand vous parlez de la trêve, il faudrait que nous comprenions certaines choses. Ce n'est pas parce qu'on a proclamé une trêve qu'elle doit être exécutée sur terrain. Les belligérants sur terrain, s'ils ne sont pas entendus pour qu'il y ait une trêve, ce n'est pas une force internationale qui vient de je ne sais pas où et qui n'a pas d'hommes sur terrain pour imposer la trêve qui va décider de la trêve. Donc la tenue d'une trêve dépend de la volonté des acteurs sur terrain. Et dans les cas d'espèces, il n'y a pas eu la volonté du côté du M23. Ils n'ont pas voulu comprendre pourquoi ils devaient faire une trêve. Pour eux, il n'y a pas lieu de faire une trêve. Donc déjà nous sommes perdants parce que le gouvernement congolais a voulu accepter une trêve alors que de l'autre côté, on ne l'acceptait pas. Déjà, on a perdu une localité de plus, ce qui est un problème. C'est déjà aussi, on peut le dire ainsi, même si les gens ne veulent pas l'entendre, c'est aussi une autre marque de faiblesse de notre armée. Même si on est en trêve, si vous êtes attaqué, vous avez le droit quand même de riposter. Et après, vous allez vous justifier. Dire qu'après, on était nous en trêve, mais nous avons été attaqués. Et nous avons riposté et on a fait de notre mieux pour protéger notre population. C'était ça normalement l'argument. Mais quand on a cédé également, on a été attaqué, mais on a cédé, on a laissé la partie comme ça, ça veut dire que nous-mêmes, on était incapables de riposter. C'est pas parce qu'on vous a dit de ne pas gifler quelqu'un et que cette personne-là vous vienne avec une machette et que vous allez laisser la personne vous couper la tête. Ça ne se passe pas ainsi, même si c'est une trêve internationale, mais qui a été décidée par qui? Est-ce que les États-Unis ont les éléments sur terrain? Est-ce que les États-Unis sont en train de combattre sur terrain? Est-ce que ceux qui meurent chaque jour dans cette guerre, est-ce que ce sont des enfants des États-Unis d'Amérique? Non, ce sont des Congolais comme nous. Et l'armée congolaise a juste l'obligation de protéger cette population-là et surtout de sauvegarder l'intégrité du territoire national. Alors que ce qui n'est pas le cas, quand on en est arrivé là, moi je peux dire que c'est de la mollesse du gouvernement congolais. On sait que le M23 ne respecte rien. On avait un jour déclaré ici une trêve humanitaire qui n'avait pas été respectée. Voilà encore une autre trêve de guerre qui a été là, qui n'a pas été respectée. Et puis qu'est-ce qu'on va brandir comme argument demain? C'est qu'on va nous dire que nous avons été faibles. Il fallait que nous nous défendions d'abord parce qu'on avait au moins la possibilité de présenter des arguments et dire on était en trêve, certes. Nous, on commençait à respecter la trêve, mais nous avons été attaqués, on a riposté parce que le belligérant n'a pas voulu respecter la trêve. Est-ce une faiblesse pour l'armée congolaise quand il y a proclamation d'une trêve ou dans cessez-le-feu et que c'est la RDC qui accepte en premier? Dire que c'est une faiblesse, d'une part, ça peut être vrai, mais d'une autre part, ça peut être aussi stratégique. Vous savez, quand on a dit à un enfant de ne pas toucher au feu, que cet enfant continue à y toucher, on laisse l'enfant toucher au feu. Et quand il sera brûlé, il va comprendre que ce n'était pas important de toucher au feu. Peut-être que le gouvernement, dans sa stratégie, il sait où il va attraper le M23 dans le futur, mais pour l'instant, on laisse le M23 faire tout ce qu'il fait comme des violations et tout. Mais après, on sait que la guerre commence toujours et elle finit. Vous pensez que tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sera impuni? Non, peut-être que ce sera ces genres d'actes qui seront la base d'accusation du gouvernement congolais envers certains leaders de cette rébellion, notamment les chefs des opérations du M23 avec le Rwanda. Donc on sait peut-être que c'est une faiblesse aussi parce que c'est quand même incompréhensible qu'un gouvernement assiste sans action, sans réaction à la prise d'une cité quand on sait combien d'actes d'atrocité posent les rebelles quand ils ont occupé une localité ou une cité ou encore une contrée comme c'est le cas actuellement en province du Nord Kivu. Internationaliste, journaliste que vous êtes, est-ce normal qu'un pays puisse s'en gérer et proclamer des trêves comme c'est le cas actuellement en RDC avec les États-Unis? Maintenant, c'est aussi ça le problème sur le plan du droit international avec la RDC. Il y a un principe de non-ingérence. Les affaires internes
devrait rester géré par le gouvernement lui-même. Maintenant, il faudrait comprendre, est-ce que déjà le conflit entre la RDC et le M23 qui représente le Rwanda et l'Ouganda est considéré comme une question internationale ou ça reste une question considérée entre la RDC et ses enfants comme le réclame le M23 chaque jour? Ça, il faudrait le comprendre pour que l'on dise qu'il y a eu violation peut-être du principe de non-ingérence, pour qu'on le dise qu'il y a eu peut-être, comment je peux le dire, implication directe du gouvernement des États-Unis dans ce qui ne lui concerne pas. Il faudrait que nous sachions, est-ce que cette considération-là, elle est déjà levée? Parce que je me dis qu'avec l'intervention du Rwanda qui est déjà reconnue, même si l'Ouganda continue à se cacher, mais on sait que l'Ouganda est aussi là, c'est déjà un conflit international. C'est déjà un conflit international et les États-Unis, est-ce qu'ils sont en droit ou ils ne sont pas en droit d'intervenir ou de demander ce qu'ils veulent? Ça, c'est un autre problème mais qu'il faudrait décanter. Mais je pense que ces genres de trêves auraient plus d'importance si ce sont des recommandations qui venaient directement du Conseil de sécurité des Nations Unies et non des États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis, c'est un État, ce sont des États qui sont ensemble, c'est un État fédéral, alors que les Nations Unies ont quand même un organe qui devait chaque fois statuer par rapport à ce genre de difficultés et proposer des solutions, notamment des trêves. On peut parler des retraits stratégiques ou des retraits de troupes sur terrain ou des cessations d'hostilités pour permettre à ce qu'il y ait, par exemple, telle ou telle autre action sur terrain en attendant que les belligérants reprennent avec leurs activités. Voilà un peu ce que moi je pense qu'il faudrait que nous comprenions à ce niveau-là. Pédagogiquement par là, que peut comprendre la population du Nord Kivu qui est victime directe de cette guerre? Elle doit juste comprendre que nous sommes dans un pays où malheureusement nos forces armées de la République démocratique du Congo semblent ne pas avoir assez de capacités pour combattre. Ça c'est dur, mais c'est un peu la vérité vu la réalité sur le terrain. Mais également elle doit comprendre que nous sommes en face d'un ennemi qui est sans état d'âme, qui pour lui occuper les entités, assévir la population, tuer ses propres habitants qu'il prétend vouloir défendre ne présente pas un péché. Donc il faudrait que nous comprenions que nous avons tous intérêt à soutenir d'abord les forces armées de la République démocratique du Congo, à savoir que nous avons quand même nos frères qui eux ont accepté. Et la PNC quand même. Et la PNC, à reconnaître que nous avons quand même nos frères qui ont accepté d'aller combattre pour nous malgré les conditions difficiles qui traversent sur la ligne de front, mais qui sont quand même en train de faire le minimum, bien que la politique avec son ingérence dans les affaires militaires est en train de poser plusieurs problèmes, parce que tout ce qu'on appelle trêve et tout ce sont des questions politiques. Peut-être que si on laissait l'armée elle-même décider de ce qui va être la réalité sur le terrain, peut-être qu'elle serait en train de se débattre et trouver solution à cette guerre. Pour finir, que peut-on faire pour être pragmatique et finir cette guerre directement, surtout que, en tout cas, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur est en ville de Goma, pour des raisons de travail, bien évidemment. Que peut-on faire pragmatiquement par là pour finir une fois pour toute cette guerre? Ce qu'il y a à faire, c'est que chaque Congolais doit comprendre que la question sécuritaire de la province du Nord Kivu, de l'Est de la RDC en général, dépend de moi, de toi et de l'autre. Donc il n'y a pas seulement les militaires qui doivent combattre, il n'y a pas seulement les policiers qui doivent veiller sur nous, nous devons veiller les uns sur les autres, être un agent de renseignement permanent qui est en train de travailler pour la cause de la République, dénoncer tous les fouteurs de troubles, toute personne suspecte, être celui qui peut en tout cas proposer des solutions ou aller informer les services habilités quand vous trouvez un cas suspect quelque part et non pas être celui qui collabore avec l'ennemi et non pas être celui qui va chercher à recruter plus d'éléments pour l'ennemi, non pas être non plus celui qui va faciliter l'accès ou l'entrée de l'ennemi sur le territoire national. Bien que l'on sait qu'actuellement la RDC est en difficulté, on sait que nous sommes tous en crise, il n'y a pas l'argent qui circule, il n'y a rien qui circule, il n'y a presque rien qui marche, on est face à des difficultés, ne cédons pas face à l'argent, mais cédons quand même face à l'amour de la patrie, et cédons quand même
face aussi au patriotisme que nous prenons tous comme Congolais et essayons un peu d'aider les autorités en place, travaillant main dans la main, nous allons trouver une solution. C'est juste ça ce qu'il faut faire pragmatiquement pour que nous puissions trouver une solution. Et enfin, la Génocoste a été célébrée le 2 août, qui vient de passer. Pensez-vous que vraiment c'est une bonne manière pour gérer cette crise, mais aussi pour amener le belligérant, les ennemis de la paix congolaise, à comprendre qu'il est temps de mettre fin à cela? Vu les circonstances des célébrations de cette Génocoste, je pense que c'est une bonne manière. Parce que si le gouvernement congolais, moi je pense, ça c'est mon analyse, je pense que si le gouvernement congolais a tenu à ce que tout le monde voie ce qui s'est passé au pays, c'est une façon de vouloir faire entendre la voix de la RDC sur la scène internationale. Parce que je comprends qu'apparemment, les gouvernements congolais, bien qu'ils passent leur temps à crier un peu partout, ils ne sont pas tellement entendus. Les gens ne sont pas au courant de ce que nous avons vécu comme crime, ce que nous vivons comme crime, ce que nous vivons comme génocide, ce que nous vivons comme massacre chaque jour. Les gens ne sont pas au courant. Et certainement que le Génocoste, c'est une bonne procédure de faire comprendre ceux qui ne savent pas ce qui se passe au pays. Vous voyez par exemple ce qui se passe en Palestine, en Iran et un peu partout, ou encore en Ukraine. Les gens sont alertés parce que les gens sont au courant. Mais ce qui se passe au Congo, les gens ne sont presque pas au courant. On pense que ce sont de jeunes gens de la RDC qui se coalisent et combattent leur gouvernement, ils tuent les gens. Et on pense que c'est juste, bon, peut-être un jeu de théâtre, un film. Mais si on parvient à faire passer ce message à travers le monde, je pense que ce sera une bonne chose. Et le moment est propice parce que nous sommes dans un moment où nous vivons, en tout cas, assez de crises, assez de crimes, assez de massacres, assez de génocides. Vous n'allez pas oublier les massacres, par exemple, de Bichoucha et un peu partout. Et si on ne veut pas faire comprendre au monde entier que le pays est en danger, nous n'aurons personne pour nous aider. Alors que dans la situation où nous sommes, je vous jure, la RDC a besoin d'aide. Et ce message véhiculé, je pense qu'il est important pour attirer un peu plus de sympathie, un peu plus d'aide en faveur de la RDC, un peu plus de compréhension par rapport à la crise qui est en RDC. Vous voyez, dans d'autres pays, quand il y a une crise, la crise du Soudan par exemple, c'est toute la communauté internationale qui est en train de s'impliquer. On cherche à trouver une solution de ce côté-là, alors que chez nous, la crise, on ne sait pas qui est de notre côté, qui est contre nous, et qui est prêt à nous aider, et comment il compte nous aider, avec quoi et pourquoi. Pour l'instant, nous sommes presque seuls, ni têtés les quelques partenaires que le gouvernement ne cesse de nous citer, mais dont nous ne voyons pas, en tout cas, l'impact et l'implication sur terrain. Vous me rappelez de la FONAREV, plus jamais celle. Permettez que je puisse rappeler que c'est Franck Kaki, un journaliste internationaliste, expert en questions de diplomatie. Merci beaucoup pour avoir répondu aux questions de HK Today Télévision. C'est à moi de vous remercier. Merci bien.